Bonjour et bienvenue dans cette conférence autour de la problématique de l'énergie qui, comme vous le savez aujourd'hui, constitue une problématique d'enjeu international, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan sociologique. Dans cette conférence, on va essayer de parler de l'énergie avec bien évidemment ses enjeux, ses nécessités et son impact. On parlera également des différentes sources d'énergie et leur intégration. Et puis, on évoquera bien évidemment le sujet actuel et le plus important, je crois, sur le plan international, c'est relatif à tout ce qui est smart grid. Comme vous le savez, c'est une problématique aujourd'hui qui préoccupe tous les décideurs de l'énergie. Mais avant de parler d'énergie actuelle, nous allons faire un tout petit peu d'histoire pour redonner quelques éléments qui ont existé par le passé. Et jusqu'à, par exemple, les années 1800, nous avions un vrai monde renouvelable. Nous avions en particulier le feu, et particulièrement avec du bois. Nous avions tout ce qui est force motrice des animaux. On utilisait beaucoup le vent et également l'eau. Mais à partir des années 1900, 19e siècle, le monde devient fossile avec, comme vous le savez, c'est l'actualité aujourd'hui, le charbon, le pétrole, le gaz. Et plus récemment, je dis bien plus récemment pour les jeunes, parce que ce n'est pas si vieux que ça, le nucléaire avec, bien évidemment, l'utilisation de l'uranium. Quelques chiffres également. Aujourd'hui, par habitant, dans une société industrielle, nous utilisons 115 fois plus d'énergie qu'une société primitive. Je dis une société industrielle, je prends le cas des États-Unis ou je prends le cas de l'Europe, en quelque sorte les pays riches, ben, ils consomment jusqu'à 115 fois plus d'énergie qu'une société qui existe, par exemple, en Asie du Sud ou bien en Afrique centrale. Sur 200 ans, et je donne l'exemple de la France, comme vous pouvez le voir ici, l'espérance de vie dans les années 1780-1789, l'espérance de vie ne dépassait guère les 30 ans, et que aux alentours des 1900, nous avions environ 50 ans. Et aujourd'hui, on parle de 78 ans. Depuis les années 2000, cette espérance de vie n'a pas cessé d'augmenter. Si on regarde côté consommation, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, la consommation a été multipliée fois 14 par Français. Et bien évidemment, si on compare à l'allemand, au britannique ou à l'américain, au canadien, c'est exactement les mêmes proportions. Et puis elle a été multipliée fois 28, par exemple, pour la France, soit une augmentation de 1,75% par an, alors que la population a doublé. Donc vous voyez que l'énergie est proportionnelle, en quelque sorte, un peu à l'avance technologique et puis aussi au confort des citoyens. Aujourd'hui, si on devait résumer en quelque sorte ou donner l'équivalent à cette consommation énergétique, et souvent on donne un exemple de nos serviteurs, même si on peut faire référence à des périodes sombres, mais nos serviteurs, si on avait des serviteurs, on prend par exemple l'Europe occidentale, et je me réfère bien évidemment à la France, mais en général, l'Europe occidentale donne une signification, et l'Amérique du Nord, bien évidemment, qui sont à peu près au même pourcentage et au même chiffre. On aurait, pour une personne, on aurait 26 pour le transport, et si je prends par exemple un pays comme le Maroc, ben, il aurait 5 serviteurs pour le transport. Ça veut dire que lorsque je me déplace, que ce soit dans la ville ou à l'extérieur de la ville, un Français aurait 26 serviteurs pour le transporter et un Marocain aurait 5. Alors bien évidemment, je peux aussi faire la comparaison encore plus bas et on descend à des pays encore moins riches, moins émergents, qui ne sont pas en voie de développement, et on va trouver des chiffres qui oscillent aux alentours de 1. Si, par exemple, pour produire tout ce qui est nourriture, tout ce qui est agriculture, ben, on aurait besoin de 20 serviteurs par personne, etc. Donc vous voyez que ce sont des chiffres
que si on n'avait pas l'énergie, on aurait besoin, en quelque sorte, si on était une société primitive, on aurait besoin de 26 serviteurs pour le transport, 20 pour l'agriculture, 17 pour l'industrie, et bien évidemment, je vous épargne tout le reste. Donc vous voyez que, même si on ne s'en rend plus compte, mais aujourd'hui, la problématique énergie est une problématique qui préoccupe le monde entier, et particulièrement les décideurs qui ont besoin, bien évidemment, de pouvoir alimenter leur pays et subvenir aux besoins énergétiques. Quelques évolutions aussi de la population pour la mettre au regard de l'énergie. L'évolution de la population mondiale, en 1820, on était 1 milliard, et en 2000, on a dépassé 6 milliards. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards environ. Et chaque jour, il faudrait savoir qu'environ 200 000 habitants supplémentaires. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la courbe à ce niveau-là, donc vous voyez que la population totale est en train de monter. Alors, bien évidemment, on a des décès, mais les naissances sont beaucoup plus importantes, qui montrent que finalement, plus d'accroissement de la population, plus de besoins en énergie, et bien évidemment, la recherche de possibilités de produire cette énergie, parce que c'est essentiel. On peut regarder aussi que la croissance mondiale qui est prévue, ou qui était là depuis les années 1990, on était aux alentours de 2 à 2,5%, même si aujourd'hui, on parle avec la crise de croissance négative pour un certain nombre de pays, par exemple l'Espagne jusqu'à il y a peu de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont à une croissance de 0,1 ou quelque chose de ce style, parce que la crise commence un petit peu à partir. Je prends le cas, par exemple, de pays en voie de développement en Afrique ou en Chine. La Chine, jusqu'à il y a peu de temps, elle était à 2 chiffres. Le Maroc, aujourd'hui, est aux alentours de 5%, et on parle éventuellement de 6 à 7% pour cette année 2014. Mais c'est une croissance moyenne qui est établie sur plusieurs années, en général sur une période de 50 ans, voire de 100 ans. On regarde que si je prends juste une croissance de 2% par an, on voit que la consommation va être multipliée fois 2,7 en 2050 et par 7,2 en 2100. Croissance, la consommation, bien évidemment, en énergie. Et ce qui veut dire que plus d'habitants, plus de consommation énergétique, et l'augmentation de niveau de vie, bien évidemment, des pays du Sud. Comme je l'avais dit tout à l'heure, pour se transporter, on avait besoin de 20 serviteurs. Et ben, avec le confort, le Marocain ou bien les autres pays encore plus pauvres, ils arriveront encore à ces 20 serviteurs pour le transport. Et donc, bien évidemment, on aurait encore besoin plus d'énergie sur le plan mondial. Donc, il faudrait mettre en parallèle, mettre en relief la consommation énergétique et les fonctions, bien évidemment, proportionnelles à la croissance mondiale, à la croissance sur le plan économique. Elle est proportionnelle à la croissance démographique, mais elle est aussi proportionnelle à la croissance en besoin de confort. Bien évidemment, il y a aussi des questions qu'on va se poser tout à l'heure pour essayer de voir quel modèle, en quelque sorte, un peu de société nous souhaiterions pour qu'on puisse répondre à ces enjeux énergétiques qui deviennent de plus en plus importants. Donc, aujourd'hui, on est aux alentours de 7 milliards, mais on a pratiquement 2 milliards qui sont sans électricité. Et on a encore des pays très pauvres, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 36 ans ou 37 ans, alors que, bien évidemment, les pays industrialisés qui ne représentent que 25% de la population consomment plus des 2 tiers de l'énergie produite sur le plan mondial. Donc vous voyez ce déséquilibre. Bien évidemment, il va y avoir un nivellement, ou plutôt les pays en émergence aujourd'hui, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays du Maghreb, sont en train d'arriver vers une situation économiquement plus intéressante, et donc plus de confort, plus de besoin d'énergie, bien évidemment, parce que le confort et la croissance appellent à plus de consommation d'énergie. Alors, les problématiques
qui sont très importantes aujourd'hui et qui constituent un enjeu plus qu'important pour l'énergie dans le monde, c'est d'abord le réchauffement climatique. Je crois qu'il y a une sensibilisation et une prise de conscience sur le plan international qu'il y a un réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique est dû bien évidemment au climat qui est en train de changer, mais qui est dû essentiellement à le renvoi du CO2 dans la planète. Et qu'on a le deuxième point important, c'est l'épuisement des ressources. Aujourd'hui, elles sont fossiles, et bien évidemment, même si on parle à l'heure actuelle du schiste bitumineux que les États-Unis ont commencé et que d'autres pays résistent encore, mais ça restera la même problématique parce que les conditions de production de cette énergie ou de ces gaz coûtent horriblement cher pour le climat et pour le réchauffement climatique. Alors, il y avait des chiffres, il y avait des courbes qui ont été données il y a 10 ans maintenant, et on annonçait en quelque sorte que la courbe de production du pétrole allait s'inverser à partir de 2010. Alors quand on dit épuisement des ressources, il ne faut pas le voir que du jour au lendemain, on va avoir une coupure sur le plan production pétrolière. On parle d'épuisement des ressources lorsqu'on commence à consommer plus que ce qu'on produit ou plus que ce qu'on découvre comme gisement. Cette courbe-là, il faut la nuancer, il faut la garder plutôt dans ce sens. Et vous voyez qu'elle a commencé à partir de 2010, même si on a trouvé d'autres champs pétroliers dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de pays. Et puis on est en train de chercher encore. Il y a probablement d'autres endroits où on va découvrir d'autres gisements. Mais vous voyez qu'à partir de 2100, dans cette gaussienne, la problématique deviendra beaucoup, beaucoup plus sensible et qu'il va falloir, bien évidemment, se préoccuper de cette question, qui deviendra, bien évidemment, à ce moment-là économique, mais aussi géopolitique, parce que pour qu'un pays puisse continuer à vivre et à alimenter sa population, il faudrait qu'il soit autonome sur le plan énergétique pour qu'il puisse s'inscrire dans une dynamique de moyenne durée ou de longue durée particulière. Alors que faire devant ces enjeux-là ? Bien évidemment, aucun pays ne sait gérer sa société sans croissance économique. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, même si on a un fort débat sur le plan politique, et en particulier en Europe en ce moment. Il y a bien évidemment des voix qui s'élèvent pour dire que faut-il avoir toujours de la croissance économique pour pouvoir se développer. Donc on parle aussi de décroissance. Alors, décroissance dans les pays riches, oui, mais décroissance dans les pays pauvres, c'est incompréhensible. Ça veut dire que la société qui est pauvre deviendra encore plus pauvre. Par contre, dans une société riche, on parlera de décroissance parce que le confort existe, et puis des fois il existe même en superflu, donc on pourra se poser cette question. Mais malgré tout, je pense que la société ne l'acceptera pas parce que le confort attire le confort, et il est clair que je pense que la sensibilité et l'acceptabilité de la société aujourd'hui ne va pas dans le sens de la décroissance, c'est plutôt dans le sens de la croissance. Et on le voit dans toutes les sociétés, en tout cas toute politique qui commence à s'intéresser à la décroissance, et je pense n'aura pas beaucoup d'avenir, en tout cas dans les sociétés aujourd'hui développées. Alors le modèle de croissance économique basé sur les énergies fossiles nous amène aussi à un risque écologique majeur. Donc vous voyez que dans des régions, l'Antarctique en particulier, donc on commence à remarquer depuis plusieurs années un réchauffement qui est assez significatif. Mais que faire ? Renoncer à la croissance, dans des questions qu'on se pose, se priver d'énergie, qui osera le premier ? Changer de modèle énergétique, et pour quel autre ? Et je dis, qui osera le premier ? Et alors j'aime bien donner le parallèle quand je dis qui osera le premier. Il y avait une question qui était posée ces dernières années, début des années 2000, concernant le temps de travail dans un certain nombre de pays. Et que, bien évidemment, compte tenu de la compétitivité, compte tenu de la concurrence, il y avait un certain nombre de pays qui ont commencé à réfléchir. Vous savez qu'en France, par exemple, les gens travaillaient 44 heures, même 46 heures dans les années 60, dans les années 70, et qu'aujourd'hui,
on travaille beaucoup moins parce qu'on a des outils, parce que la société a évolué. Et puis il y a des pays qui ont osé dire, ben voilà, au lieu de travailler 39 heures ou 40 heures, ben on descendra à 35 heures. Et bien évidemment, si un pays le fait tout seul, ben ça posera des difficultés. Et c'est la même problématique en ce qui concerne l'énergie. Même si la problématique énergétique sur le plan économique reste spécifique à un pays, mais une décision unilatérale d'un pays ne peut pas être, je dirais, une bonne réponse à ces problématiques, parce que, bah, comme vous le savez, le CO2, il franchit les frontières, et que vous pouvez, vous, ne pas produire beaucoup de CO2, mais le pays voisin, il en produit, et que c'est toute la société sur le plan mondial qui, bien évidemment, je ne dirais pas bénéficie, mais qui supporte en quelque sorte un peu ces difficultés de réchauffement climatique. Donc, se priver d'énergie, c'est une question, c'est impossible. En tout cas, aujourd'hui, aucun spécialiste ne le conseille. Et puis, il n'y a pas d'autre solution. Changer de modèle énergétique, probablement. Et plusieurs spécialistes et plusieurs pays, donc, ils ont des réflexions dans ce sens, pour qu'on puisse imaginer avoir d'autres modèles et qui permettent aux citoyens de pouvoir aussi continuer à vivre dans des conditions honorables. Dans les années 1900, dans le 19e siècle, on a en quelque sorte assisté au bouleversement de la société avec la révolution industrielle. Je rappelle que fin des années 1900 et les grandes découvertes qui ont changé la vie de toutes nos sociétés aujourd'hui. Alors les jeunes, bien évidemment qui n'ont pas vécu cette transformation, ou qui sont en train de vivre d'autres transformations, mais qui sont issues de cette partie que je trouve extraordinaire sur le plan sociétal. Et au XXIe siècle, pour changer de monde, faut-il une révolution ou de simples réformes? Ça, c'est la question qui est posée, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une limite, et je reposerai de nouveau la même question, qui est en ce qui concerne la décroissance. Et je relativise la décroissance parce qu'elle devrait ne concerner que les pays qui sont déjà dans une situation de confort, j'allais dire, considérable. Pour aller toujours dans le sens, j'allais dire, un peu de description, ou plutôt de généralité sur la problématique énergétique, on donne ici quelques ordres de grandeur des usages de l'énergie dans le monde. Si je prends 10 gigatep d'énergie primaire, en général, pour la produire, pour l'amener sur l'endroit de production, on n'obtient plus que 6 gigatep. On peut aussi le décrire sous forme des 10 watts, de 10 Wh, donc on arrivera à 6 Wh en énergie finale. Et bien évidemment, ces 6, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc on a 3 qui vont être consommés dans la chaleur, donc pour se réchauffer. On aura 2 dans le transport et 1 dans l'électricité. Donc, simplement pour montrer que la consommation d'électricité pure ne représente pas énormément. Par contre, le transport, il représente 2 sur 10, qui arrive, parce que je produis 10 à ce niveau, j'arrive avec 6, je prends en compte toute l'énergie que je dépense pour la produire et pour la transporter, et puis ensuite, pour les pays bien évidemment froids, et bien évidemment les pays riches consomment encore plus de chaleur que les pays pauvres, et bien évidemment le transport et l'électricité. Donc vous voyez la répartition de l'énergie, au final, j'ai pratiquement 40% de pertes de production et de transport, et je n'ai que 60% qui arrivent directement. Alors bien évidemment, encore à l'intérieur de chaque partie chaleur, transport et électricité, j'ai encore des pertes, bien sûr, parce qu'il y a le rendement des appareils, et puis il y a le rendement, bien évidemment, de l'utilisation de cette énergie. Bien évidemment, l'énergie a plusieurs formes.
il est possible de passer d'une forme à une autre, mais cela entraîne bien évidemment des pertes parce que vous rentrez une énergie, puis vous en sortez une autre. Alors j'aime bien donner ce schéma qui montre que, bien évidemment, l'énergie électrique, elle peut avoir plusieurs transformations. Donc d'abord pour la produire, mais aussi pour la reformater. Et donc c'est un schéma qui montre que finalement, lorsque je veux produire de l'électricité, je prends par exemple le cas d'une centrale hydraulique. Donc vous voyez que j'ai des turbines avec de l'eau qui tombe sur les turbines. Cette turbine, c'est de l'énergie finalement mécanique. Cette énergie mécanique entraîne un alternateur et cet alternateur produit de l'électricité, hein, de l'énergie électrique à ce niveau-là. Et que, bien évidemment, après, on a une utilisation sous forme d'énergie rayonnante, sous forme d'énergie chimique, etc. Enfin, en tout cas, toutes les possibilités je dirais, existent et en fonction de l'utilisation qu'on souhaite. Alors bien évidemment, j'ai fait exprès la partie énergie nucléaire qui, elle, bien évidemment, renvoie vers l'énergie thermique et qu'on parlera un peu plus une autre fois sur les enjeux aussi de l'énergie nucléaire sous toutes ses formes pour pouvoir aussi voir les espoirs qu'on peut imaginer avec cette possibilité de production d'énergie. L'intégration des énergies renouvelables pose beaucoup de difficultés. D'abord, l'intermittence, c'est une production qui est très variable, elle dépend de la météo, et chose qui est très importante, même si aujourd'hui on en parle moins, mais c'est un enjeu qui reste encore à traiter, et nous sommes un certain nombre à travailler sur la problématique pour pouvoir assurer la stabilité des réseaux électriques, en ce qui concerne les surtensions au bout de chaîne, en ce qui concerne les harmoniques que ça génère, les énergies renouvelables parce qu'elles sont intermittentes, et puis aussi un besoin d'assurer l'équilibre production-consommation. Quelque chose qui est essentiel que les jeunes qui s'intéressent à la problématique énergétique doivent savoir, c'est on a du mal à stocker de l'énergie. Hein, vous avez du blé, vous pouvez le produire, vous le stockez, et puis vous le reprenez à tout moment pour pouvoir le consommer, bien évidemment avec une durée bien déterminée pour que le blé reste encore bon. Pour l'énergie, on n'a pas de solution. On a des solutions intermittentes, comme par exemple je stocke dans des batteries, comme éventuellement je transforme une énergie hydraulique, je la transforme en, je ne sais pas, par exemple en pression de l'air, et puis ensuite je la réutilise. Mais on n'a pas de système de stockage qui soit efficace. Si on avait cette solution, je pense que le monde entier vivrait encore des années heureuses pour l'avenir. Alors, bien évidemment, comme ça avec les énergies renouvelables, nous avons une multiplication du nombre de sources d'énergie à gérer. Je donne l'exemple d'éoliennes, de solaire, d'hydraulique, et donc plusieurs sources à gérer. Mais le réseau n'est pas encore capable de les gérer correctement parce qu'il y a encore du travail sur le plan scientifique et sur le plan managériel ou gestion de l'énergie qu'il faut continuer à développer dans les années à venir, même si on a fait beaucoup de progrès, mais nous n'avons pas encore solutionné tous les problèmes autour de cette question. La philosophie de l'énergie aujourd'hui, c'est quelle approche de la société nous souhaiterions. Est-ce qu'on prend l'énergie comme simple produit? Ça veut dire que la production suit la demande. Je veux consommer et donc, bien évidemment, j'ai l'énergie que je souhaite. C'est le cas d'aujourd'hui. Bien évidemment, vous avez une maison, vous avez un compteur électrique, vous consommez comme vous le souhaitez. Vous n'avez tout simplement qu'à payer la facture à la fin du mois. Et on peut aussi rediscuter de ce modèle. Je prends le cas et je fais le parallèle avec, par exemple, la mobilité urbaine avec les voitures. Vous savez qu'un certain nombre de villes dans le monde, je prends par exemple Londres, qui finalement interdit les voitures un jour de la semaine ou si vous voulez vraiment rentrer, vous payez une somme dissuasive. Mais quand vous avez l'argent, eh ben vous y allez. Donc on peut éventuellement dissuader, mais le concept et la philosophie aujourd'hui, c'est la demande, en quelque sorte, est exécutée, en tout cas est satisfaite pour tout client ou tout citoyen.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'énergie constitue un bien commun? Et quand je dis un bien commun, soit à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle d'un continent. Mais ça peut être aussi à l'échelle mondiale, parce que l'énergie est un bien commun et qu'il faut sauvegarder, parce que, bien évidemment, il faut qu'on laisse quelque chose à nos générations, que ce soit sur le plan climatique, hein, avec la problématique du CO2, mais aussi sur le plan euh, euh, énergétique. Qu'est-ce qu'on laissera à nos générations futures si on consomme toutes les richesses minières, pétrolières, gaz qui existent dans nos sols? Que feront les générations futures? Alors bien évidemment, d'autres spécialistes et les scientifiques disent que chaque société innovera sous contrainte, mais bien évidemment, on n'est pas sûr du résultat. Alors il y a une troisième voie qui est le smart grid, et c'est cette troisième voie que nous allons discuter dans une autre partie, dans une autre intervention, qui nous permettra de voir comment on va essayer de limiter un petit peu les difficultés que nous avons aujourd'hui sur l'aspect énergétique, comment les nouvelles technologies, comment le numérique peut nous aider à essayer de passer ce moment qui devient de plus en plus difficile et critique pour toutes les sociétés, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres. Souvent, bien évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes, ou en tout cas, la consommation n'est pas la même, parce que les enjeux économiques et de la société et du pays ne sont pas tout à fait au même niveau, mais les difficultés sont exactement les mêmes.